À 21h47, vous êtes à nouveau devant le réfrigérateur. Vous avez déjà mangé sainement. Poulet grillé, riz brun, quelques légumes. 600 calories. Suivi. Contrôlé. Responsable. Alors pourquoi avez-vous encore faim? C'est la partie dont personne ne parle. Vous n'échouez pas vos régimes par manque de discipline. Vous échouez parce que votre corps n'a jamais reçu le signal biologique que le repas était suffisant. Pendant des années, on nous a dit que la perte de graisse était une simple équation. Calories consommées, calories dépensées. Mangez moins, bougez plus. Mais si le vrai problème n'était pas la quantité que vous mangez, c'était de savoir si votre cerveau entendait un jour le mot « stop ». À l'intérieur de votre corps, une conversation silencieuse a lieu après chaque repas. La gréline monte et murmure « mange ». La leptine essaie de dire « nous sommes en sécurité ». Le peptide Ubibilaix et le GLP-1 décident si cet interrupteur de la faim s'éteint ou reste allumé toute la nuit. Si votre repas manque les bons déclencheurs, cet interrupteur ne s'active jamais. Et lorsque le signal « je suis rassasié » ne se déclenche pas, vous continuerez à manger. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre biologie l'exige. Ce soir, nous allons briser l'un des plus grands mythes de la perte de graisse. Vous n'avez pas besoin de mourir de faim pour perdre la graisse du ventre. Vous avez besoin d'activer le signal de satiété. Protéines, fibres, hormones, timing. Une fois que vous comprenez ce système, la faim cesse d'être votre ennemi et la perte de graisse cesse de ressembler à une punition. La vraie question n'est pas de savoir à quel point vous pouvez manger peu. La vraie question est la suivante. Nourrissez-vous votre corps ou le déclenchez-vous? Alors, que se passe-t-il réellement après avoir mangé? Au moment où les aliments entrent dans votre estomac, votre corps commence à effectuer un scan. Pas pour les calories, pour les signaux. Votre estomac s'étire. Les nutriments atteignent votre intestin grêle. Les récepteurs de votre intestin commencent à mesurer le type de repas qui vient d'arriver. Et c'est là que tout change. Si le repas est principalement composé de glucides raffinés, la digestion est rapide. Le glucose augmente rapidement. L'insuline monte en flèche. L'énergie inonde votre circulation sanguine. Mais tout aussi rapidement, elle s'effondre. 2 à 3 heures plus tard, la gréline remonte. Votre cerveau interprète cette baisse comme un danger. Vous avez faim. Pas psychologiquement, physiologiquement. Comparez maintenant cela à un repas riche en protéines. La protéine fait quelque chose de différent. Lorsque les acides aminés atteignent l'intestin grêle inférieur, des cellules, elles, spécialisées, libèrent 2 hormones puissantes, le peptide guanocephaloide et le GLP-1. Ces hormones ralentissent la vidange gastrique. Elles retardent la vitesse à laquelle les aliments quittent votre estomac. Elles envoient un message via le nerf vague, directement au cerveau. Le message est simple. Nous sommes nourris. Vous pouvez arrêter de manger. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition en 2008 a révélé qu'augmenter l'apport en protéines à environ 30% des calories totales augmentait significativement la satiété et réduisait l'apport calorique spontané au cours des 24 heures suivantes. Pas la volonté, la biochimie. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. Les fibres amplifient cet effet. Surtout les fibres solubles. Lorsque les fibres solubles se mélangent à l'eau, elles forment une substance gélatineuse dans le tube digestif. Cela ralentit l'absorption du glucose. Cela stabilise l'insuline. Mais plus important encore, cela nourrit vos bactéries intestinales. Et ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate et le propionate. Ces composés stimulent encore plus la libération de GLP-1. En d'autres termes, les fibres transforment votre intestin en une usine de satiété. En 2011, des chercheurs de Harvard
ont découvert que pour chaque augmentation de 10 grammes de fibres solubles par jour, les participants connaissaient une réduction mesurable de la graisse viscérale au fil du temps, même sans restriction calorique agressive. Il ne s'agit pas de manger moins. Il s'agit de manger d'une manière qui permette à votre biologie de coopérer. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà fini un grand bol de pâtes et eu encore envie de dessert? Mais après un repas riche en protéines avec des légumes, avez-vous oublié la nourriture pendant des heures? Cette différence n'est pas une question de personnalité, c'est une question de signalisation hormonale. Et il y a une autre couche que la plupart des gens ignorent. L'ordre, la séquence dans laquelle vous mangez vos aliments, modifie la réponse hormonale. Des recherches de l'université Cornell ont montré que manger des légumes et des protéines avant les glucides réduisait significativement les pics de glucose après le repas. Des pics plus bas signifient des poussées d'insuline plus faibles. Des poussées d'insuline plus faibles signifient moins de signal pour stocker les graisses. Même repas, ordre différent, résultat différent. Alors quand les gens disent « contentez-vous de réduire les calories », ils passent à côté de la question la plus importante. Votre repas a-t-il déclenché la satiété? Ou a-t-il déclenché un autre cycle de faim? Parce que si le signal de faim ne s'éteint jamais vraiment, la perte de graisse devient une bataille quotidienne. Mais lorsque les protéines, les fibres et un séquençage intelligent activent les bonnes voies, quelque chose de puissant se produit. Vous arrêtez de lutter contre votre corps. Et votre corps commence enfin à travailler avec vous. Alors, comment transformer cette science en quelque chose de pratique? Pas un régime. Un système. Parce que connaître le GLP-1 et le peptide Welleye ne sert à rien si votre routine quotidienne continue de les supprimer. Construisons cela étape par étape. Signal 1. Seuil de protéines par repas. La plupart des gens sous-dosent les protéines. Ils les dispersent tout au long de la journée. Un peu de lait dans le café, un petit morceau de poulet au déjeuner, peut-être du tofu au dîner. Mais les hormones de satiété réagissent à des seuils, pas à des miettes. La recherche suggère qu'environ 25 à 35 grammes de protéines de haute qualité en un seul repas sont suffisants pour stimuler significativement la libération de peptides Waxabrawag et de GLP-1. En dessous de ce niveau, la réponse hormonale est plus faible. Cela signifie qu'un petit déjeuner avec 10 grammes de protéines ne créera pas le même signal de satiété qu'un petit déjeuner avec 30 grammes. Et le petit déjeuner est plus important que vous ne le pensez. Une étude publiée dans Obesity en 2013 a montré que les adolescents en surpoids qui consommaient un petit déjeuner riche en protéines ressentaient moins de fringales le soir et une activité plus faible dans les régions du cerveau liées à la récompense alimentaire. En termes simples, leur cerveau est devenu plus silencieux face à la nourriture. Pas restreint. Plus silencieux. Signal 2. Densité des fibres, pas seulement la quantité. Vous savez déjà que les fibres ralentissent la digestion. Mais voici ce qui est souvent manqué. Ce n'est pas seulement le nombre de grammes que vous mangez, c'est la concentration de ces grammes au sein d'un repas. 10 grammes de fibres répartis sur des collations peuvent ne pas créer le même étirement gastrique et le même effet de fermentation que 10 grammes consommés en un seul repas structuré avec une hydratation adéquate. Lorsque les fibres solubles absorbent l'eau, elles se dilatent. Cette expansion stimule les récepteurs d'étirement dans la paroi de l'estomac. Ces récepteurs communiquent via le nerf vague au tronc cérébral, contribuant à une satiété précoce avant que la surcharge calorique ne se produise. Mais cela ne fonctionne que si vous buvez suffisamment de liquide. Pas d'hydratation, pas d'expansion, signal plus faible. Signal 3. Vitesse d'ingestion et signalisation mécanique. Même si l'environnement hormonal est idéal, la vitesse peut tout saboter. La signalisation de la satiété n'est pas instantanée. Il faut environ 15 à 20 minutes pour que les hormones intestinales augmentent et que le feedback neural
atteignent l'hypothalamus. Si vous terminez un repas copieux en 7 minutes, vous pouvez dépasser vos besoins avant que votre cerveau ne reçoive le message. Ralentir n'est pas une question de tendance de pleine conscience. Il s'agit de donner à la biologie le temps de s'exprimer. Signal 4. Stabilité de l'insuline tout au long de la journée. Plus tôt, nous avons discuté des pics de glucose. Maintenant, étendons cela. Des pics d'insuline importants et répétés peuvent augmenter la signalisation de stockage des graisses et, avec le temps, peuvent contribuer à la résistance à la leptine. Lorsque la résistance à la leptine se développe, le cerveau perçoit moins d'énergie stockée qu'il n'y en a réellement. La faim augmente. La dépense énergétique peut diminuer. Le corps devient défensif. C'est pourquoi la combinaison de protéines, de fibres et de séquençage des glucides est importante. Vous ne contrôlez pas seulement un repas. Vous façonnez le paysage hormonal de toute la journée. Et voici le changement critique. La perte de graisse sans faim ne consiste pas à supprimer l'appétit. Il s'agit d'aligner les signaux mécaniques, les hormones intestinales, la dynamique de l'insuline et le feedback cérébral. Lorsque ces systèmes se synchronisent, quelque chose de remarquable se produit. Vous arrêtez de penser à la nourriture toutes les heures. Et ce silence est puissant. Parce que la faim constante n'est pas seulement physique. C'est un bruit mental. Supprimez le bruit, et la constance devient plus facile. Pas sans effort, mais durable. Maintenant, appliquons cela à une journée réelle. Parce que la biologie n'opère pas en repas isolés. Elle opère en rythme. Matin. Le cortisol est naturellement plus élevé au réveil. Ce n'est pas un problème. C'est une caractéristique de conception. Le cortisol aide à mobiliser l'énergie et à affiner la vigilance. Mais si vous sautez les protéines le matin et ne comptez que sur les glucides raffinés, vous amplifiez le cycle cortisol-glucose. La glycémie monte rapidement. L'insuline suit. 2 heures plus tard, l'énergie chute et la faim revient avant midi. Au lieu de cela, commencez la journée avec ce que j'appelle une ancre de stabilité. 30 grammes de protéines. Une source de fibres. Un minimum de sucre raffiné. Œufs avec des légumes. Yaourt grec avec des graines de chia. Tofu avec des légumes verts à feuilles. Cette combinaison fait quelque chose de subtil, mais puissant. Elle réduit l'amplitude des vagues de glucose de la journée. Et des vagues plus petites signifient moins de rebonds de faim. Midi. C'est là que la plupart des gens renforcent la stabilité ou la défont. Si le déjeuner est d'abord construit autour d'amidon raffiné, l'insuline augmente agressivement. Mais si les légumes et les protéines sont consommés en premier, la digestion ralentit. Le glucose entre progressivement. L'insuline reste contrôlée. L'énergie devient stable plutôt que spectaculaire. Cette stabilité protège la prise de décision plus tard dans la soirée, car la faim du soir est rarement une question de calories. Il s'agit souvent d'une instabilité accumulée. Maintenant le soir, à mesure que la lumière du jour s'estompe, votre corps devient plus résistant à l'insuline par rapport au matin. Cela fait partie de la biologie circadienne. De grandes charges de glucides la nuit peuvent entraîner des excursions de glucose plus élevées que des repas identiques plus tôt dans la journée. Cela ne signifie pas que les glucides sont interdits. Cela signifie que la proportion et le moment sont importants. Priorisez à nouveau les protéines. Maintenez la densité des fibres. Réduisez les sucres hautement raffinés. Et peut-être le plus important, fixez une heure limite de repas cohérente. Non pas parce que manger tard est moralement mauvais, mais parce que des fenêtres de repas compressés peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire le grignotage continu. La cohérence apprend au corps la prévisibilité. La prévisibilité réduit la signalisation du stress, et une signalisation du stress plus faible réduit la tendance à stocker la graisse viscérale. Au fil des semaines, quelque chose commence à changer. Les signaux de faim deviennent plus clairs.
Vous pouvez distinguer la vraie faim physiologique de l'ennui ou de l'habitude. La signalisation de la leptine peut s'améliorer à mesure que la stabilité de l'insuline s'améliore. Les fringales s'atténuent. Vous pourriez même remarquer cet effet inattendu. Vous commencez à laisser de la nourriture dans l'assiette. Non pas parce que vous vous forcez à vous restreindre, mais parce que le signal interne arrive à temps. Ce moment est important. Il signifie que votre biologie commence à faire confiance à nouveau à l'environnement. Et la perte de graisse dans cet état est différente. Elle est calme, pas frénétique, pas désespérée, calme, parce que l'objectif n'a jamais été de supprimer l'appétit. L'objectif était de restaurer l'intégrité du signal. Lorsque les protéines atteignent le seuil, lorsque les fibres se dilatent et fermentent, lorsque les pics d'insuline sont modérés, lorsque les repas sont séquencés intelligemment. Le corps fait ce pourquoi il a été conçu, réguler. Et la régulation est bien plus puissante que la restriction. Il y a une dernière couche que nous devons affronter. Pourquoi la graisse du ventre semble-t-elle si tenace, même lorsque les calories diminuent? Parce que la graisse viscérale n'est pas un stockage passif, c'est un tissu hormonalement actif. La graisse viscérale libère des cytokines inflammatoires telles que l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha. Ces composés interfèrent avec la signalisation de l'insuline. Ils altèrent également la communication de la leptine avec le cerveau. Avec le temps, cela crée une boucle de rétroaction. Une graisse viscérale plus élevée augmente la résistance à l'insuline. Des niveaux d'insuline plus élevés favorisent un stockage accru de graisse. La signalisation de la leptine s'affaiblit. La régulation de l'appétit devient distordue. C'est pourquoi une restriction agressive se retourne souvent contre soi. Lorsque les calories sont trop drastiquement réduites, le cortisol augmente. La masse musculaire peut diminuer. Le taux métabolique peut s'adapter à la baisse. Et si la masse musculaire diminue, l'élimination du glucose devient moins efficace, ce qui pousse à nouveau l'insuline plus haut. Au lieu de restaurer l'intégrité du signal, les régimes extrêmes la déstabilisent davantage. Maintenant, voici où la protéine joue un autre rôle que nous n'avons pas encore exploré. La préservation musculaire. Un apport adéquat en protéines soutient la synthèse des protéines musculaires, surtout lorsqu'il est combiné à un entraînement de résistance. Le tissu musculaire agit comme un réservoir de glucose. Plus vous maintenez de muscles métaboliquement actifs, plus votre corps peut gérer efficacement l'apport en glucides sans élévation excessive de l'insuline. Cela ne signifie pas que vous devez vous entraîner comme un athlète. Mais même 2 à 3 séances par semaine de mouvements basés sur la résistance peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Protéines, fibres et muscles forment un triangle. Signalisation intestinale. Signalisation hormonale, signalisation métabolique. Lorsque ces 3 éléments s'alignent, la graisse viscérale commence à diminuer, non par panique, mais par une régulation améliorée. Et il y a autre chose qui est rarement mentionnée. La satiété est protectrice. Lorsque vous vous sentez constamment nourri, le stress lié à la nourriture diminue. Un stress psychologique plus faible peut réduire l'élévation chronique du cortisol. Et l'élévation chronique du cortisol est fortement associée à l'accumulation de graisse centrale. La stratégie n'est donc pas la famine, c'est la stabilisation. Stabiliser la glycémie, stabiliser les hormones, stabiliser le rythme alimentaire, préserver les muscles. Sur des mois, pas des jours, l'environnement interne change. L'inflammation diminue. La sensibilité à l'insuline s'améliore. La signalisation de la leptine peut se rétablir progressivement. Le tour de taille réagit en conséquence, pas comme objectif. Parce que lorsque vous poursuivez agressivement le tour de taille, vous perturbez souvent les systèmes mêmes qui le régulent. Mais lorsque vous restaurez les signaux, le tour de taille suit. Et c'est là le changement. De la lutte contre votre corps à la reconstruction de la communication avec lui.
Terminons cela clairement. Vous n'étiez jamais censé lutter contre votre propre faim chaque jour. Votre corps a été conçu avec des systèmes de rétroaction, avec des freins, avec des signaux qui disent « assez ». Si ces signaux sont brisés, la réponse n'est pas la punition, c'est la réparation. La protéine n'est pas seulement de la nourriture pour les muscles, c'est un déclencheur hormonal. La fibre n'est pas seulement un soutien à la digestion, c'est un amplificateur métabolique. L'ordre des repas n'est pas une tendance, c'est le contrôle du glucose. Le muscle n'est pas une question d'esthétique, c'est la stabilité de l'insuline. Et la satiété n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence biologique. Pendant des années, la conversation autour de la graisse abdominale a porté sur le contrôle. Contrôlez vos calories, contrôlez vos fringales, contrôlez vos portions. Mais la vraie transformation commence lorsque vous restaurez la communication. Lorsque la gréline monte et descend de manière prévisible, lorsque la leptine est à nouveau entendue, lorsque l'insuline cesse de crier, lorsque votre cerveau se sent en sécurité. C'est à ce moment-là que la perte de graisse cesse de ressembler à une guerre et commence à ressembler à un alignement. Alors, voici votre défi. Pendant les 7 prochains jours, n'essayez pas de manger moins. Au lieu de cela, atteignez le seuil de protéines à chaque repas principal. Intégrez une densité de fibres à ces repas. Mangez des légumes et des protéines avant les glucides raffinés. Ralentissez suffisamment pour laisser le signal arriver. Et observez. Pas d'abord la balance, votre faim, votre énergie, votre bruit mental autour de la nourriture. Notez ce qui change. Puis revenez nous dire votre âge, d'où vous nous regardez, et ce qui s'est passé lorsque vous avez arrêté de lutter contre la faim et commencé à activer la satiété. Parce que cette chaîne ne concerne pas les solutions rapides. Il s'agit de reconstruire l'intégrité du signal dans un monde qui la perturbe constamment. Si cela vous a aidé à voir votre corps différemment, abonnez-vous. Pas pour la motivation, pour la compréhension. Et si vous connaissez quelqu'un qui pense qu'il manque simplement de volonté, envoyez-lui cette vidéo. Il n'est peut-être pas faible. Il est peut-être juste mal informé. Votre corps n'est pas brisé. Il attend les bons signaux. Maintenant, la question est simple. Allez-vous continuer à lutter contre la faim ou allez-vous commencer à l'activer correctement?